Bonjour, je m'appelle Alexandra Gilbert, je suis bénévole pour Lire à tout âge. J'habite à Alma depuis presque 10 ans maintenant, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je suis originaire de Montréal. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un hommage à Monsieur Serge Bouchard qui nous a quittés au début du mois de mai dernier. Euh, Monsieur Bouchard est un anthropologue, est un auteur, et ce que j'ai choisi de montrer de sa personne aujourd'hui, c'est son côté prêt, capable de posséder les beaux moments de la vie, l'essence de la vie et de son bonheur. Donc, je vais vous lire deux extraits de son répertoire qui portent sur l'essence de la vie, sur sa lenteur et le bonheur qu'on peut y retrouver dans la simplicité. Ces lectures m'ont porté à faire le lien avec un texte de Denis Laferrière qui, de son regard, appelle également à cette observation de la lenteur. D'abord, j'aimerais vous lire une courte présentation de M. Bouchard qui a été diffusée sur le site web de Radio-Canada suite à son décès. Donc, je vais vous le présenter des yeux de Radio-Canada. Alors, les hommages abondent à l'endroit de l'anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchard, décédé mardi à l'âge de 73 ans. Passionné par les Premières Nations et la nordicité, Serge Bouchard a animé des émissions phares de la radio de Radio-Canada, telles que De Remarquables oubliés, Une épinette noire nommée Diesel et Les chemins de travers. Anthropologue, il a étudié entre autres la vie des chasseurs Inuits du Labrador et réalisé des études sur le terrain de la Côte-Nord, au Nunavik, à la baie James et au Yukon. Né à Montréal en 1947, Serge Bouchard a obtenu en 1973 sa maîtrise à l'Université Laval avec un mémoire portant sur le savoir des chasseurs Inuits du Labrador. Il a ensuite fait une thèse de doctorat à l'Université McGill en 1980 sur la vie des camionneurs. Sa fascination pour les camions lui était venue de son père et de son grand-père qui en conduisaient. Et pour comprendre la motivation des camionneurs, Serge Bouchard n'a pas hésité à voyager avec eux sur la route. Donc, le premier texte que je vais vous lire, c'est un extrait. C'est un extrait qui a été beaucoup partagé sur les médias sociaux suite à son décès. J'ai été très touchée par ce texte parce qu'il vient vraiment chercher l'essence même du bonheur qu'on peut retrouver à chacune des journées. Donc, c'est un texte qui est issu du livre Avec Marie, un café avec Marie. C'est un hommage à sa conjointe, à sa femme, et au beau moment qu'il a pu vivre avec elle. Donc, je vous en fais la lecture. Avec Marie, nous prenons ce bon café, le premier du matin. Nous établissons ensemble le plan de la journée, de la semaine. Voici l'avant-midi de tous les espoirs, le saint lundi de l'énergie. Marie mange des œufs à la coque avec mouillette. Nous voudrions tous les deux que ce moment dure. Nous voudrions abolir le futur. J'écris, elle écrit, nous écrivons. Elle me parle du castor. Elle me fait lire son texte sur la maternité, l'adoption et l'amour. Je lui ferai lire mon texte pour la radio, comme à chaque semaine, et nous allons ainsi du coq à l'âne dans une sorte de douce danse où deux esprits complices cherchent le bon mot, la bonne phrase, le sujet. Plus rien n'existe que cet instant, que cette scène où nous discutons, Marie et moi, en buvant notre tasse de café. Mais le meilleur, c'est quand elle ne dit mot, quand je garde moi-même le silence et que nous entendons penser, elle dans ma tête et moi dans la sienne. Le sage dirait, inutile de lutter contre la fugacité et l'éphémère. La belle vie n'est rien d'autre que ce café pris avec Marie, une collection de matinées, 1 heure, 1 seconde, le sourire de ma fille qui s'en va au collège, ma petite fille qui m'annonce sa visite, cet instant où tu sais être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ces matins furent autant de beaux présents au cours d'une vie qui ne fait pas de cadeaux. Le sage dirait encore, la vie dure le temps d'une étincelle qui s'envole au-dessus des braises et des flammes. Dans le langage de l'éternité et du point de vue de l'infini, l'expression longévité n'existe pas. Nous savons tous qu'un jour ou l'autre le rideau tombera, mais en attendant, répétons, chaque matin nouveau est encore plus précieux que celui d'hier. Appelons cela, avec Romain Gary, la promesse de l'aube. Quand j'ai lu ce texte-là, j'ai senti que parfois on oublie
On oublie à quel point est-ce que la vie est belle dans des petits moments. Pas dans les grandes joies, pas dans l'intensité, mais vraiment dans les petits moments magiques. Puis des moments comme ça, il y en a tous les jours. Puis quand on commence à les voir, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on réussit à être heureux. Je vais vous lire un extrait du livre C'était au temps des mammouths laineux de Serge Bouchard. L'extrait que j'ai choisi traite de la nostalgie, mais une nostalgie positive, dans le sens où il transpose ses souvenirs dans les yeux de ses enfants, dans les yeux de ses petits-enfants, puis il nous la relate dans cet ouvrage-là de belle façon. Donc j'ai choisi de vous en lire un extrait. C'était au temps des mammouths laineux. Je dis souvent à mes petits-enfants et à ma fille aussi, encore jeune et toute petite, qu'il fut un temps où les ordinateurs n'existaient pas. Je leur explique que ce temps-là, je l'ai connu. Oui, mes enfants, mes beaux petits-enfants, j'ai vécu dans un monde sans touche ni écran. Cela leur semble si impensable qu'ils en restent bouche bée, incrédules, me dévisageant comme si j'étais un homme de 1000 ans. Je puis en mettre plus et en remettre encore, car il y a tant à dire. Oui, mes enfants, quand j'étais petit comme vous, il n'y avait pas de télévision dans nos maisons. J'avais 8 ans quand mes parents ont acheté la première en noir et blanc, bien sûr, avec des antennes bizarres qui ne garantissaient jamais une bonne réception. Plus je leur parle de ma jeunesse, plus leurs yeux s'écarquillent, plus le doute s'installe dans leur petit cerveau. Cela n'est pas possible, c'est une histoire de grand-papa. Comme lorsqu'il nous raconte qu'il a mangé de l'ours couché sous la neige ou vu des milliers de caribous. Ou, la meilleure encore, qu'il a failli mourir noyé dans l'océan Arctique un jour sombre de novembre où il fut recueilli par une belle esquimaude qui l'avait pris pour un blanchon. En vieillissant, on se raconte des histoires, on en raconte à ses enfants et le reste coule de source, qui est la source universelle de notre propre nostalgie. Doit-on priver les vieux de leur primale nostalgie? En disqualifiant avec violence les mondes qu'ils ont habités, qui n'existent plus mais qui les habitent encore? Même si tout se bouscule avec une puissance et une finesse technologique sans précédent dans l'histoire, il reste que le temps d'aujourd'hui a toujours existé, qu'il existera toujours comme existeront toujours les temps passés et les temps à venir. Je raconte à mes enfants que je suis née dans un autre pays, celui de mon enfance. Je leur dis qu'eux-mêmes entreprennent un voyage qui les mènera très loin de là où ils se trouvent aujourd'hui, en face de moi, en face de leur écran, les écouteurs de leur iPod dans les oreilles, et que leur monde, comme le mien, s'en ira lui aussi au rayon des charriages, réminiscences et menteries. Quand la télévision est arrivée dans notre salon, la programmation n'était pas continue. Il n'y avait pas de petits bonhommes toute la journée. C'est lentement que la télévision s'est infiltrée dans nos vies. Il a fallu qu'elle emprunte le fil du temps. Elle n'est donc pas débarquée comme ça, à pleine puissance, avec ses chaînes spécialisées, son câble, son satellite. Non, elle s'est révélée par petits pas, une image après l'autre, améliorant sa définition étape par étape, et il a fallu des années avant qu'elle n'affiche ses vraies couleurs. On sait que les papous avaient une peur bleue des caméras et des appareils photo. Comme eux, par une sorte de prudence primitive, nos parents ne voulaient pas que nous regardions librement ce nouvel écran. Pépino et Capucine, la lutte des nains, une période de hockey les soirs de la Coupe Stanley, et c'était tout. 1 heure ou 2 par semaine, pas plus. Oui, nos parents avaient la prudence élémentaire des papous et des zoulous. Ils savaient que la télévision pouvait avoir des effets pervers sur notre vision. Ils se méfiaient de cette lampe mystérieuse qui éclairait en faisceau nos visages ébahis. Et mes enfants de demander « Que faisiez-vous sans Wi-Fi, sans iPod et sans chaîne câblée spécialisée, sans réception HD, sans jeux d'ordinateur, sans Internet, sans vidéo dans l'auto, sans cinéma 3D ?» Je leur réponds que je ne m'en souviens plus très bien. Nous ne faisions rien de spécial. Nous faisions beaucoup de vélo en été, cela je le sais, sans casque ni aucune surveillance. Pendant tout un été, le mien de vélo n'avait même pas de frein. Il ne s'est trouvé aucun adulte pour s'en alarmer.
Nous étions des petites bandes pédalantes, patrouillant les ruelles du quartier, à la recherche de rien du tout. Nous imaginions des courses, des fuites et des poursuites. Non, je ne me souviens plus très bien. Mais il y avait d'interminables parties de hockey dans la rue, avec une balle bleu, blanc, rouge sur la neige, sur l'asphalte, des parties de baseball en été avec une vieille balle supposée être dure et blanche, mais qui était brune, molle et décousue, quelques baignades dans le fleuve et d'autres niaiseries sans importance. Tout est bien flou et mon bâton de mémoire n'a pas la puissance souhaitée. Il est vrai que nous étions dehors. Automne, hiver, printemps, été. Cependant, je crois qu'il n'existait pas le mot activité. Nous n'avions pas d'ordinateur, pas de parents pour jouer, pas d'intervenants pour nous encadrer, pas de moniteur. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de téléphone sans fil. Nous ne nous téléphonions pas. Je ne me souviens pas d'avoir eu une conversation téléphonique avec un ami. Les photos de nous étaient rares, mais parfois très belles, car nous étions endimanchés, mais personne ne nous disait que nous étions beaux. Ma mère n'a jamais mis mes dessins sur la porte du réfrigérateur. Il n'y avait pas de photos de nous dans la maison. Nous n'avions pas de chambre particulière. Petits, nous étions 3 à dormir dans la même pièce et le soir, avant de nous endormir, je racontais des histoires inventées à ma sœur et à mon frère. Je suis un grand-père du temps des mammouths laineux. Je suis d'une race lourde et lente, éteinte depuis longtemps. Et c'est miracle que je puisse encore parler la même langue que vous, apercevoir vos beaux yeux écarquillés et vos minois surpris, votre étonnement devant pareille révélation. Cela a existé, un temps passé où rien ne se passait. Nous avons cheminé quand même à travers nos propres miroirs. Dans notre monde où l'imagerie était faible, l'imaginaire était puissant. Je me revois jeune, je revois le grand ciel bleu au-delà des réservoirs d'essence de la Shell. Je me souviens de mon amour des orages et du vent, de mon amour des chiens, de la vie et de l'hiver. Et nous pensions alors que nos mains étaient faites pour prendre, que nos jambes étaient faites pour courir, que nos bouches étaient faites pour parler. Nous ne pouvions pas savoir que nous faisions fausse route et que l'avenir allait tout redresser. Sur les genoux de mon père, quand il prenait 2 secondes pour se rassurer et s'assurer de notre existence, je regardais les volutes de fumée de sa cigarette lui sortir de la bouche, par nuages compacts et ourlés. Cela sentait bon. Il nous contait 1 ou 2 mensonges merveilleux, des mensonges dont je me rappelle encore les tenants et ficelles. Puis, il reprenait la route avec sa gueule d'acteur américain en nous disant que nous étions forts, que nous étions neufs et qu'il ne fallait croire qu'en nous-mêmes. Août 2010. Je trouve ce texte charmant parce que on voit qu'il s'émeut. Il s'émeut de son propre passé avec nostalgie, puis il le fait aussi avec un peu en comparant notre vie, la vie des enfants d'aujourd'hui avec la sienne, en la comparant un peu pas sans juger. C'est ce que je trouve beau, sans juger, sinon que gentiment porter un regard sur ces grandes différences-là qui font partie du voyage d'une vie. Quand j'ai choisi les textes de Serge Bouchard, il y a un lien qui s'est fait automatiquement dans ma tête, c'est le lien avec Monsieur Dany Laferrière. Je vous présente le livre L'art presque perdu de ne rien faire, où est-ce qu'on voit une énorme mangue. Pourquoi? Parce que Monsieur Laferrière est haïtien, et le premier chapitre de ce livre parle de l'art de manger une mangue, le plaisir de manger une mangue au soleil quand il fait chaud. Donc ça vient un peu chercher l'essence de justement de la vie, du bonheur, des plaisirs de la vie. Et ce que j'ai choisi de lire aujourd'hui, c'est un texte qui s'appelle L'éloge de la lenteur. Donc tantôt on faisait un peu un parallèle avec le texte de M. Bouchard sur la technologie. Maintenant on va parler de la vitesse. Combien est-ce qu'on peut trouver le bonheur en ralentissant par rapport à la course effrénée qu'on peut parfois vivre. Donc, je vous lis ça. Éloge de la lenteur. On remarque qu'une société est en danger quand ses vieux accélèrent le rythme au lieu de ralentir. On se demande où ils vont tous si vite.
Je vois les gens courir dans les allées de ce grand magasin, chacun piétinant l'autre pour trouver la bonne aubaine, ensuite pour passer à la caisse, alors que de longues heures les attendent encore avant que ne s'achève cette journée. Cette impatience se manifeste même dans les avions. À peine l'atterrissage terminé, ils se tiennent dans les allées comme s'il était possible de quitter l'avion avant l'ouverture des portes. On sent cette frénésie jusque chez les passagers du fond qui savent pourtant qu'ils ne pourront pas sortir avant tous ceux, nombreux, qui les précèdent. L'impression qu'on vient d'annoncer une bombe dans l'avion. Ils imposent ce rythme un peu partout dans la vie, même au café, où la moindre hésitation de votre part entre un café court et un café allongé fait fuir le serveur qui ne reviendra pas avant d'avoir servi tous les autres clients du café. Toujours la sensation d'avoir passé son tour. Ceux qui trouvent ce rythme trop rapide n'ont pas de solution pour le ralentir. À bout de souffle, ils finissent par se parquer comme une vieille voiture. On a un pareil choix à 80 ans, pas à 40, comme j'ai vu quelqu'un le faire. On semble ignorer, et l'âge n'est pas important pour goûter un pareil plaisir, ce luxe de s'asseoir sur son balcon pour regarder, à travers les branches d'un grand arbre feuillu, le spectacle de la rue en mouvement. Personne ne semble intéressé à regarder parfois passer les choses. Cette alternance entre les fonctions d'acteur et de spectateur donnait son sens au grouillement humain. Sinon, dans quelque temps, on ne pourra plus faire de différence entre l'agitation humaine et celle d'une colonie de fourmis. Si on bouge sans cesse, il n'y a plus de mouvement. Le mouvement n'existe que dans la possibilité d'un arrêt. L'immobilité est au cœur du mouvement. Mais qui organise cette course folle et pour aller où? Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais ma vie, que je le veuille ou non, n'échappe pas au rythme collectif. J'observe la petite famille qui habite de l'autre côté de la rue. Les parents viennent de sortir en laissant leur fils avec ses grands-parents. Cet enfant qui joue dans le jardin se sent subitement perdu parce qu'il vient de se retourner sans trouver le regard bienveillant de ceux qui devraient être attentifs à ses exploits. Les grands-parents, plongés dans des dépliants touristiques, sont occupés à organiser des voyages qui les mèneront autour du monde. Ils sont dans une fringale de ville où les musées alternent avec les restaurants. Ils vont sûrement tout photographier afin que leur petit-fils puisse se souvenir d'eux plus tard. Spontanément, on demande aux gens comment ils vont, mais pour mieux les situer, il faudrait chercher plutôt à savoir où ils vont. Vous devez vous cantonner dans le concret car on vous coupe la parole dès qu'on a capté le sens de ce que vous voulez dire. Je me demande ce qu'on fera quand on aura capté le sens de ce que vous êtes, votre essence. Plus rien à se dire alors? Cette impatience se manifeste aussi dans la circulation où toutes les frustrations sont étalées sur la voie publique. Je suis toujours étonnée de voir une voiture couper la route à quelqu'un pour aller se stationner 100 mètres plus loin. J'imagine bien Woody Allen commentant, avec son humour particulier, une pareille situation. C'est qu'on voudrait arriver là-bas avant tout le monde, même si c'est pour aller se fracasser contre un mur. Le premier qui meurt aura gagné la course de la vie. Je me souviens qu'il fut un temps, et c'était hier, où la vie était représentée par une montagne qu'il fallait grimper le plus rapidement possible, dans l'excitation d'arriver au sommet pour voir le paysage de l'autre versant. On comprend tout de suite qu'on s'est fait arnaquer et que tous les mystères dévoilés, on n'a plus aucun goût d'arriver en bas. On tente en vain d'expliquer à ceux qui nous suivent de ne pas se dépêcher. Ce serait trop bête de courir ainsi à sa propre fin. Le mot d'ordre, ralentir. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en ralentissant, on parvient enfin à mieux apprécier le paysage et à s'intéresser à autre chose qu'à nous-mêmes, jusqu'à se faire avaler par le grand spectacle du monde avec les arbres, les gens, les sentiments, tout ce qui vibre en ce moment autour de nous. Mais pour mesurer une pareille ardeur, il faut ralentir. Je ne pense pas que tout le monde devrait ralentir, sinon on perdrait un élément inhérent à la vie, la vitesse. Cette folie qui nous fait croire que tous ceux qui ne vivent pas à notre rythme mènent une vie médiocre. Je me souviens de cet après-midi sans fin, où je me trouvais sur la galerie de la maison de Petit Goave avec ma grand-mère, sans rien à faire depuis 3 heures. Elle, dégustant son café, et moi, observant des fourmis en train de dévorer un papillon mort. On voit toujours une voiture, couverte de poussière, venant de la capitale, qui passe sans même ralentir. J'ai eu le temps de croiser le regard de commisération de la femme assise à l'arrière.
Elle semblait se demander quel goût pourrait avoir une vie sans cinéma, ni télévision, ni théâtre, ni danse contemporaine, ni festival de littérature, ni voyage, ni révolution. Eh bien, il reste la vie nue. Mais à l'époque, j'étais si pris par mon enfance que je ne m'étais pas aperçu qu'il me manquait de tels gadgets. Cette femme, dans la voiture couverte de poussière, n'avait pas remarqué qu'il se jouait, sur cette petite galerie, un spectacle pas moins absorbant que le leur. J'observais les fourmis, tandis que ma grand-mère me regardait. Je me sentais protégée par son doux sourire. La voiture pouvait poursuivre son chemin vers je ne sais quelle destination. Il reste cette scène qui traîne dans ma mémoire encore éblouie. Celle d'une grand-mère et de son petit-fils figés dans l'éternel été de l'enfance. Nous ne faisions rien de mal cet après-midi-là, et c'est cela, à mon avis, le seul sens à donner à la vie. Trouver son bonheur sans augmenter la douleur du monde. Trouver son bonheur sans augmenter la douleur du monde. C'est un bel objectif. C'est ce qui met fin à la lecture d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et un très bel été.